Bonjour à tous, bienvenue à l'édition 2020 des Rêves 3 Energy Days. Tout d'abord, on s'excuse forcément pour ce retard de presque 20 minutes dû à des problèmes techniques. C'est la joie du direct, comme on dirait. On est ravis avec Jean Gravelier, donc directeur du pôle énergie, et moi-même, Anaïs Asselin, directrice du pôle Médé, de vous accueillir en fin d'après-midi. Jean, peut-être quelques chiffres sur... Alors les chiffres, c'est toi qui vas les donner, je crois. Moi, je voulais juste dire qu'on est dans l'hémicycle du Conseil régional des Hauts-de-France, donc dans ce magnifique lieu. Nous sommes alors une toute petite équipe en raison des problèmes sanitaires que nous connaissons. Donc on va dérouler cet événement. Alors justement les chiffres, c'est toi qui les avais, je crois. Ouais. Alors du coup, on a la joie d'avoir vu qu'on avait 411 inscrits à cet événement, donc presque 160 entreprises. Donc c'est vraiment une joie pour nous de voir l'enthousiasme qu'il y a eu à participer à cet événement, et on va essayer d'être à la hauteur malgré ce timing un petit peu serré. Donc au niveau des remerciements, tout d'abord, on va remercier chaleureusement nos sponsors de l'événement qui sont EDF Hauts-de-France, RTE Hauts-de-France, Dalkia et GRT Gaz qui viennent sponsoriser notamment le challenge des doctorants. Sans oublier Entreprises et Cités aussi, également. Bien sûr. Et forcément, les chercheurs et les doctorants qui se sont prêtés au jeu à la fois pour ce challenge en fin de session et pour les clips vidéo. Donc, on a la mobilisation d'à peu près 15 équipes et unités de recherche sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Ça, c'est important de le souligner. Donc, du littoral à Compiègne, en passant par Lille, Douai, Amiens. Voilà, donc une vraie mobilisation de notre communauté scientifique. Parmi les remerciements, on voudrait aussi remercier bien sûr le conseil régional qui nous accueille. Monsieur Nious, conseiller régional, va bientôt prendre la parole. Je voudrais aussi remercier HDFID parce que nous sommes dans le cadre de la semaine de l'innovation et toute cette semaine ou ces 15 jours, je crois, ont été organisés par HDFID et certainement peut-être beaucoup d'entre vous ont connu l'événement grâce à HDFID. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le Rêve 3 Energy Day ? Alors, c'est une initiative qui a été prise il y a 5 ans par le pôle énergie. L'idée, c'est de mettre en relation les laboratoires, les travaux des laboratoires avec les entreprises des Hauts-de-France pour qu'il y ait plus de liens, pour qu'il y ait plus de développement, pour qu'il y ait plus d'idées de collaboration entre les entreprises et les laboratoires, pour que la transition énergétique avance, pour que des innovations de rupture se mettent en place, pour que des sujets de recherche qui sont traités sur un plan fondamental au niveau des laboratoires puissent trouver des sujets d'application grâce à l'expression des besoins des entreprises. Et donc, on sent qu'il y a besoin de nourrir ce dialogue entre les laboratoires des Hauts-de-France et les entreprises. Peut-être quelques mots aussi sur nos structures qui organisons cet événement, si tu veux. Je te laisse commencer. Ok, donc nous, moi je suis la directrice donc, du pôle Médé. Médé, c'est pour maîtrise énergétique des entraînements électriques. On est le pôle de recherche basé à Lille et qui rayonnons sur l'ensemble des Hauts-de-France pour justement faire ce lien, cette passerelle entre le monde économique et le monde académique sur les problématiques de génie électrique. Et Pôle Énergie, on est également une association basée à Dunkerque qui a pour tâche d'animer les questions énergétiques sur les Hauts-de-France, sur plein de sujets, avec on va dire une facture plus économique. On va être plus tourné vers le monde économique et donc on rayonne sur l'ensemble des Hauts-de-France. Voilà. Alors, je voulais simplement vous dire, pendant que vous allez regarder cette émission, vous pouvez aussi vous connecter sur le site rêve3-energie.fr. Alors, sur ce site, vous allez trouver une trentaine ou presque une quarantaine de vidéos des différentes éditions de l'an dernier. C'est ce site qu'on aimerait que vous connaissiez bien parce qu'on pense que justement c'est en allant voir ces sujets de recherche, ces pitchs vidéo qui ont été faits au cours des 5 dernières années que peut-être vous allez trouver des idées de collaboration, des idées de développement à partir des sujets de recherche qui sont présentés. Un petit mot rapidement sur le déroulé donc, de cette édition. On va commencer avec une introduction de Monsieur Frédéric Nious, qui est le conseiller régional délégué à la transition énergétique et à la rénovation énergétique des logements. On enchaînera ensuite sur une table ronde avec des témoignages d'entreprises qui ont sauté le pas et qui s'engagent dans des projets collaboratifs avec les acteurs académiques. On passera ensuite au clip vidéo pour que vous puissiez voir concrètement les projets en cours au sein des laboratoires des Hauts-de-France. Et enfin, le challenge des doctorants, restez bien jusqu'à la fin pour voter
pour les meilleurs candidats qui pourront, s'ils ont de la chance, recevoir le prix Rêve 3 Énergie D et donc 1 000 €. Monsieur Frédéric Nious, vous avez la parole. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et tous et très heureux de me retrouver parmi vous. Je saluerai Philippe Vasseur qui doit nous voir en visioconférence ici et vivement effectivement le présentiel parce que c'est vrai quand même que ça nous permet de mieux travailler. Mais bon, on fait comme on peut et comme vous voyez, on a toujours des challenges techniques à relever, donc c'est toujours l'imprévu. Voilà. En tout cas, très heureux de vous retrouver ici. Je salue tous nos invités ceux qui vont plancher tout à l'heure dans le cadre de cette table ronde. Et saluer en particulier nos deux pôles, hein, le pôle Médé et le pôle énergie qui sont à la manœuvre ici sur ces sujets. Donc moi simplement rappeler quelques petites choses, tout en saluant effectivement, j'ai noté tout à l'heure 160 entreprises et plus de 400 participants à cette connexion, à cette visio. Je crois que ça montre aussi le dynamisme, ça montre aussi l'attente qu'il y a sur ces sujets. Je crois que c'est particulièrement important dans notre région. On est une région qui veut être en pointe sur ces questions de transition énergétique. C'est bien de le montrer. On n'est plus la région du passé qui subit ces stigmates, hein, la région du charbon. Ben là, maintenant, on est vraiment la région de l'avenir. Et je crois que c'est important de le rappeler. Moi, je rappellerai aussi également que la transition énergétique s'inscrit dans un cadre complexe, vous le savez tous, hein, qui doit répondre à plusieurs défis majeurs, garantir, sécuriser l'accès à l'énergie à un coût abordable et compétitif, tout en offrant un mix énergétique varié, durable, en transition, avec l'objectif de la décarbonation et éradiquer la précarité énergétique, hein, quelque chose qui est très fort, malheureusement, dans notre région et qui doit nous mobiliser, mais s'inscrire dans l'atténuation, bien sûr, et l'adaptation au changement climatique, tout en préservant la santé humaine et l'environnement. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle, mais qui montre en tout cas que les défis sont nombreux et on a vraiment la volonté de les relever. Je crois que ce qui est important de rappeler ici, c'est que la région donc s'est approprié ces challenges, bien sûr, à travers le SRADET, à travers REV 3 et de tout ce dynamisme en matière de transition énergétique qui est là à la fois pour orienter les choix technologiques et sociétaux, mais aussi pour soutenir l'effort de recherche et développement nécessaire, bien sûr, à l'évolution continue des filières existantes, mais aussi à l'émergence des filières nouvelles, des filières d'avenir qui permettront de répondre justement à tous ces grands défis. Et je crois que vous êtes aussi l'incarnation de ce qui marche aussi les uns et les autres ici au niveau des deux pôles, en montrant justement que en bougeant les cloisons, en travaillant en transversalité, pas en verticalité, les uns à côté des autres, en mixant le public, le privé, les collectivités, les opérateurs, les énergéticiens, les entreprises, le monde de la recherche, les donneurs d'ordre également. Et ben avec tout cela, on arrive justement à faire bouger les choses, à avancer, à voir des résultats, et puis à développer aussi notre région et nos entreprises aussi. Je crois que c'est important aussi de le rappeler, surtout dans le contexte actuel. Moi, je rappellerai que les Hauts-de-France disposent bien sûr d'une communauté de recherche importante dans le domaine de l'énergie. C'est reconnu. Et cette journée qui est dédiée, cette semaine des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation en Hauts-de-France montre tout à fait ce dynamisme. Les sujets qui sont présentés aujourd'hui dans le cadre de l'efficacité énergétique, d'ailleurs, de l'hydrogène, du smart grid, des technologies de pointe dans l'électronique, sont ainsi le reflet des attentes des acteurs de territoire, des consommateurs, quelque part, qu'ils soient structures d'entreprise ou qu'ils soient particuliers, dans un domaine où il est encore difficile, malgré tout, de prévoir quelle sera la technologie du futur, ce qui sera faisable. On a des pistes, beaucoup de pistes. On se voit souvent les uns et les autres, justement, pour travailler sur ces pistes, pour établir des feuilles de route au niveau de la région sur l'hydrogène, sur les réseaux énergétiques intelligents, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui fonctionnera plus tard? En tout cas, on ne veut pas être en retard et on ne veut pas laisser passer, justement, et le train des financements publics et le train de la recherche sur ce sujet. Donc, je renouvelle mes félicitations au pôle énergie et au pôle Med pour le succès de cette rencontre, 5e édition quand même. Je remercie également et je salue tout particulièrement Philippe Vasseur, qui est
un peu le prophète de Rêve 3 ici dans la région, et qui par son dynamisme et son implication fait aussi bouger les choses et avancer les choses aux côtés de la région dans cette mission-là. Je tiens à vous préciser que nous soutiendrons bien évidemment les prochaines, en espérant qu'elles seront en présentiel cette fois-ci. Il faudra agrandir un petit peu l'hémicycle, parce que si on a 411 participants, il faudra de la place. Mais tant mieux, ça montre que ça fonctionne et qu'il y a une attente. Il faut que cette dynamique perdure. Je rappellerai pour terminer qu'en région, ce sont 176 millions d'euros qui sont consacrés à la recherche au niveau de notre région de France, dont 18%, c'est-à-dire quand même 14 millions et demi consacrés à la recherche sur la transition énergétique. C'est pas rien. C'est pas rien, ça montre véritablement l'effort qu'on veut mettre au niveau de la région là-dessus. On peut même avoir un effet multiplicateur, parce que si on compte les crédits FEDER, on monte à 25%. Donc ça montre vraiment que c'est quelque chose qui nous motive, qui nous mobilise, et on continuera justement à soutenir cette recherche, parce que on en a besoin. Et je salue les chercheurs ici, qui nous permettront justement à la fois de répondre à tous ces défis, mais également de participer, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean Gravelier, vous l'avez dit également tout à l'heure, c'est des chercheurs qui trouvent, ça c'est ce qu'il faut, et qui nous permettent justement après d'aller booster aussi le secteur économique, le secteur des énergéticiens, pour réussir les objectifs de transition et du mix énergétique que nous avons ici au niveau de la région. Il ne s'agit pas simplement de sortir des documents, des rapports et autres. On est vraiment dans de la recherche aussi appliquée, qui se veut applicable, de la recherche-développement. On a des outils de financement aussi au niveau de la région qui permettent justement de basculer cette recherche sur après justement l'utilisation industrielle ou l'utilisation économique. On a des pépites, on a des vrais beaux cerveaux dans notre région. Faut pas qu'ils partent, faut qu'ils restent ici aussi pour nous permettre justement d'assurer notre transition et le développement de notre région. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous passez aussi, bien sûr, les salutations et le soutien de notre président Xavier Bertrand, qui croit beaucoup à cette voie-là, puisque, et je terminerai vraiment là-dessus, je vous rappelle que ces questions de transition énergétique, ces questions d'efficacité énergétique font pleinement partie du plan de relance régional qui a été élaboré cette année et qui regroupe 1,3 milliard d'euros pour relancer l'économie et le soutenir notre économie dans la région dans cette période de crise. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de bons travaux à toutes et tous, puis un bon challenge tout à l'heure pour tous ces doctorants. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur News, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur News. On va du coup pouvoir passer à l'étape suivante de notre soirée avec la table ronde. Qui va pouvoir nous donner la parole à des entreprises régionales de différentes tailles qui, de façon diverse, se sont donc engagées à travers des projets collaboratifs avec nos compétences académiques pour conforter ou développer leur activité et leurs produits. Concrètement, pourquoi se sont-elles lancées dans cette démarche? Comment l'ont-elles fait? Sous quelle forme? C'est ce que nous voulons étudier à travers donc cette table ronde. Cette table ronde, c'est rendre donc vivant ce dialogue entre les acteurs académiques et les entreprises. Alors, nous allons appeler nos intervenants. Je vais les citer et ils vont venir s'asseoir derrière nous ici. Donc, il y a d'abord Christophe Deboff, qui est le PDG de la société Néo-Éco. Il nous présentera cette société. Ensuite, nous avons Antoine Forcinal, qui est le directeur général de la Française de l'énergie, qui a pour filiale Gazonor, qu'on connaît bien ici dans la région Hauts-de-France. Philippe Vasseur, vous êtes via Internet, donc vous êtes le président de la mission Rêve 3. Nous vous saluons à nouveau et vous allez intervenir aussi tout à l'heure. Mathias Poss, vous êtes le délégué régional d'EDF et je vous invite à venir vous asseoir également. Et puis, pour terminer, Christian Mouchard, vous êtes le directeur patrimoine chez Partenor Habitat. Donc, merci tous d'être là. Et nous démarrons cette table ronde déjà avec Christophe Deboff. Alors, est-ce que vous avez tous un micro. Donc, vous êtes le PDG de Néo-Éco. Vous allez nous expliquer ce qu'est cette société. J'ai envie de dire, vous êtes un ingénieriste du traitement des déchets. Et pour vous, j'ai le sentiment que l'innovation, c'est quand même quelque chose de vital. Et vous êtes finalement un exemple rare, intéressant de ce fait-là, d'une PME qui vit grâce à sa collaboration avec des laboratoires. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter tout ça?
Alors bonjour, oui, donc Christophe Deboff, j'ai créé NeoEco il y a plus de 13 ans et sur les principes, finalement, aujourd'hui on appelle ça de l'économie circulaire, mais pour nous c'était juste de la logique, c'était comment trouver une nouvelle vie à une matière usagée, parce que j'aime pas trop appeler ça déchet. Et une nouvelle vie sur une matière usagée, ça peut être à la fois de la matière, mais ça peut être aussi de l'énergie. Et très vite dans notre vie, on s'est aperçu que pour bien pouvoir traiter une matière usagée, il fallait bien la caractériser. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché très vite des laboratoires régionaux. Et on a des collaborations avec pas mal de laboratoires, donc que ce soit les mines de Douai quand on parle plutôt d'une fraction minérale. On a aussi un laboratoire commun avec Chimidil, et là on va parler de pyrolyse catalytique, comment revenir au monomère de base sur des plastiques et pourquoi pas en faire de l'énergie pour d'autres parts. Et puis on a aussi une collaboration fructueuse avec l'ULCO depuis plusieurs années, avec à la fois des thèses, des postdocs, et notamment sur la transformation du biométhane en hydrogène par des catalyseurs basse température. Wow. Quand on aura sorti ça, on sera content. Mais en fait, pour nous, on est génétiquement modifié depuis pas mal d'années sur justement de comment on va transférer la recherche vers finalement l'industrie. Et donc on l'a appris sur pas mal de thématiques. On pense que l'énergie est sur les combustibles alternatifs, notamment. Il y a encore beaucoup de choses à faire et de créer des combustibles de qualité aussi et de aussi gérer les sortants aussi, tout ce qui va être cendre, il nous reste encore beaucoup ou mâche-fer, enfin ça dépend ce qu'on va y mettre dedans et la terminologie qu'on va employer en sortie. Mais pour nous, tout ça, c'est des défis parce que si on comprend bien ce qu'on met dedans, eh bien, on comprendra bien l'énergie qu'on peut en sortir, on comprendra bien aussi les résidus et à quoi ils peuvent servir, comment ils peuvent être réinsérés dans l'économie locale. Et donc, nous, c'est toujours ce qui nous pousse. Donc, les principes de l'économie circulaire, ils s'appliquent maintenant de plus en plus partout. Et on voit que ce mariage entre l'innovation de la région, puisque c'est vraiment, là, on parle vraiment à chaque fois des labos régionaux, et NeoEco, aujourd'hui, ça fait un développement régional, national, puisqu'on accompagne la Société du Grand Paris, par exemple, sur les 45 millions de tonnes de valorisation des déblais, et on commence à parler de matériaux alternatifs et de ciments alternatifs bas carbone. Donc, on revient avec quelle quantité d'énergie on mettra pour créer ces liants. On accompagne aussi le canal Seine-Nord, mais ça, on va rester un petit peu encore chauvin, mais aussi le futur aéroport de Paris, et on vient d'accompagner aussi les JO. Donc, toujours sur des problématiques qui sont à la fois une matière usagée, finalement, et un peu d'énergie. Voilà, et puis on arrive maintenant même à l'international puisqu'on accompagne la reconstruction du port du Liban, enfin de Beyrouth, selon les principes d'économie circulaire. Donc un petit cocorico. Est-ce qu'on pourrait dire que sans les laboratoires, alors qu'ils soient des Hauts-de-France ou d'ailleurs, il ne faut pas être trop chauvin non plus, mais sans la recherche académique, NeoEco n'existerait pas? C'est complètement son ADN, donc on serait absolument pas là et on se nourrit justement. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir les labos et de comprendre un peu ce qu'il y a derrière la recherche et puis de dire maintenant concrètement, parce que nous, on est hyper concret, on est très pragmatique, comment on peut mettre en place cette innovation ou cette recherche avec des partenaires industriels, des partenaires territoriaux. C'est comment aussi faire bouger des cahiers des charges, donc souvent on dit CCTP de collectivités, dire changeons nos habitudes parce que l'économie circulaire, c'est bien vous, tout le monde en veut, mais encore, faut créer le débouché. Et pour créer le débouché, il faut que ce soit la commande publique ou privée, on est les premiers sponsors pour changer, mais là, on a un vrai point d'inflexion depuis un an et demi, qui fait qu'aujourd'hui, qui dit économie circulaire dit tout de suite oui, je suis d'accord. Je ne sais pas encore, mais je suis d'accord. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'économie circulaire, mais l'avantage, c'est de trouver des nouvelles solutions, des nouveaux passages entre différents matériaux, différents procédés pour justement créer cette économie circulaire. Oui, par exemple, une des dernières, alors là, c'est une croissance externe d'une start-up qu'on vient de faire. Elle s'appelle Bringback et elle est là pour régénérer les batteries de démarrage des véhicules. En fait, quand vous allez faire changer votre batterie sur un véhicule, vous avez une chance sur 3 qu'elle soit encore régénérable. Eh bien, nous, on a racheté. Alors là, c'était pareil, c'est un chercheur qui avait développé un algorithme pour repérer ces batteries régénérables, et on a réinstallé une usine de régénération dans le nord de la France qui va avoir une capacité de plus de 100 000 batteries régénérables par an, et on a déjà la commande pour faire 100 000 batteries aussi en Allemagne. Donc vous voyez,
de nouveau, on repart de la recherche. D'ailleurs, c'est une innovation sympathique de repérer quelles sont les batteries régénérables de celles qui ne le sont pas, et ensuite de mettre en place une unité de régénération. Et tout ça, ça évite des matériaux broyés. Et finalement, la matière, l'énergie, pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est toujours une ressource qu'on va essayer d'exploiter au mieux à l'échelle d'un territoire. Très bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, vous faites de la recherche pour vos clients. Et donc, vous êtes un peu un ensemblier de la recherche pour des clients qui, eux, ont des problématiques de matériaux, etc. Oui, donc en fait, en règle générale, nous, on n'est pas exploitant, sauf des cas bien précis comme les batteries. Mais sinon, on est toujours dans l'accompagnement, dans la création d'une boucle. Et donc, la création d'une boucle d'économie circulaire, on voit bien qu'il y a une phase de recherche, il y a une phase ensuite de développement industriel, de recherche de partenaires, de montage d'utilisateurs. Et pour ça, finalement, on va aider nos partenaires, qu'ils soient de l'accompagnement territorial ou de l'accompagnement de structures plus privées, pour justement les lever tous les freins, et on va être un peu comme un liant finalement entre toutes les parties prenantes. On va désiloter un peu et on va dire ce qui était finalement un déchet pour toi devient une ressource. Voilà. Et là-dessus, je pense que on a beaucoup de chance en région. Et là, je pense que Philippe Vasseur n'a pas fini de se faire remercier aujourd'hui, parce que il incarne Rêve 3 et justement ce que et on doit à la démarche Rêve 3 beaucoup de choses, parce qu'elle permet d'émergence et de leadership dans pas mal de cas de la région Hauts-de-France. Bon. Merci beaucoup Christophe pour ce témoignage. Antoine, vous êtes le directeur général de la Française de l'énergie. Donc c'est la maison mère de Gazonor. Gazonor, disons-le, exploite le gaz de mine dans le bassin minier, ici dans les Hauts-de-France. Alors votre problématique, ça a été de convaincre que l'exploitation du gaz de mine contribuait à réduire l'empreinte carbone de toute la région des Hauts-de-France. Et pas que, bien sûr, mais alors pour cela, vous êtes appuyé sur les travaux de l'INERIS, qui est dans l'Oise. C'est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. C'est un centre de recherche qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Alors, je vous laisse nous raconter justement l'importance qu'a pris ces travaux avec l'INERIS pour le développement de votre activité. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est en effet très très important. La démarche de Française Énergie et de Gazonor a toujours été associée au laboratoire de recherche et à la recherche et développement. On est une petite entreprise, une vingtaine de personnes, donc il est bien évident qu'en interne, on n'a pas les ressources, toute la totalité des ressources pour pouvoir faire aboutir, puisqu'on est aussi dans le concret, dans ces projets industriels, notamment ce projet ambitieux que nous avons sur les 2 territoires sur lesquels nous opérons, à savoir les Hauts-de-France en premier lieu et le Grand Est. Notre projet sur les territoires est réellement, en s'appuyant sur le passé de ces territoires, notamment le passé minier, de faire l'énergie de demain, puisqu'on récupère ni plus ni moins le grisou, le gaz de charbon qui est dans les anciennes galeries minières et qui s'échappe aujourd'hui à l'atmosphère. Donc il y a un vrai sujet, évidemment, vous l'aurez compris, d'empreinte carbone, puisqu'on parle de méthane, de libération de méthane à l'atmosphère, et donc l'idée est juste de capter ce méthane et de le valoriser en circuit court avant son rejet à l'atmosphère. Donc on s'est appuyé sur les travaux de l'INERIS, puisque dans ce sujet-là, il y a quand même le besoin d'avoir des spécialistes dans l'empreinte carbone. Il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans tous les laboratoires. On a eu la chance d'en avoir 2 dans ce laboratoire de l'INERIS qui ont fait une étude absolument complète pour caractériser les rejets ou les rejets qu'on évite finalement avec notre activité. On parle aujourd'hui de 600 000 tonnes de CO2 équivalent par an, avec uniquement les 4 premiers sites que nous avons en production, donc c'est significatif. Et ça a permis même de déboucher sur des projets qui vont au-delà du territoire des Hauts-de-France, puisqu'on est aussi sur des projets européens de recherche, évidemment. On est sur le FEDER, on a énormément de démarches, et finalement nos projets industriels sont associés de près ou de loin avec un laboratoire de recherche-développement ou de caractérisation de l'empreinte carbone. Donc ça, c'est une démarche qu'on a commencé il y a 15 ans, et on en parlera la durée finalement des projets industriels, puisque nous, on est sur des projets de 15, 20, 25 ans, voire même plus, et la nécessité d'avoir un accompagnement long terme avec ces laboratoires peut souvent s'avérer problématique ou difficile.
Et on fait exactement le même sujet de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est aussi, on dépasse un petit peu des Hauts-de-France, on va en Belgique, puisque le bassin minier, évidemment, ne s'arrête pas à la frontière. On fait la même activité en Belgique et on se heurte à la même problématique, du coup, par contre, côté belge. Donc, travailler avec des laboratoires, des universités ou des laboratoires qui soient publics, privés, des acteurs de la recherche, quels qu'ils soient, et surtout fonder, c'est ce que nous avons fait, par exemple, en Lorraine, des pôles de compétitivité en associant les universités, les laboratoires privés, les laboratoires publics et même d'autres entreprises qui travaillent sur des sujets concomitants aux nôtres. Ça s'est avéré fondamental et nécessaire pour faire sortir de terre finalement les projets. Et cette démarche de Rêve 3, évidemment portée par Philippe Vasseur, est pour nous prépondérante puisque ça nous permet justement d'aller chercher toutes ces compétences et d'aller les agréger ensemble. Alors, juste en une minute, parce que je sais que vous avez eu un parcours international, que ce soit dans des pays d'Afrique ou du côté de la Pologne, du Canada, de la Grande-Bretagne. Bon, donc ce lien entre laboratoire et entreprise, est-ce qu'il y a des bonnes expériences où vous sentez qu'en France, il faudrait être un peu plus appuyé plus là-dessus, ou est-ce que vous voyez comment doit se construire ce lien entre laboratoire et entreprise? Alors, on peut très rapidement. Oui, bien sûr, on peut toujours mieux faire. Ça, c'est sûr et certain. Il y a clairement une amélioration, je pense, à faire entre tous les acteurs, ce genre d'événement comme aujourd'hui où on peut mettre en avant. Pour nous, entreprises, le plus important, c'est d'aller trouver, d'avoir à disposition finalement ce catalogue de compétences et ces laboratoires, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient en France ou qu'ils soient ailleurs sur la planète. C'est l'accès à ces laboratoires et la possibilité de faire des projets avec eux, c'est très très important. Et c'est là-dessus qu'il faut, je pense, appuyer. Merci, oui. Alors, je me tourne vers Philippe Vasseur. Je ne sais pas si vous... j'aimerais qu'on entende le son de votre voix déjà pour savoir si vous nous entendez bien. Ben, je vous entends très bien avec quelques parasites, mais je comprends l'essentiel. Alors, on ne vous entend pas encore ici, mais je ne sais pas, peut-être les auditeurs vous entendent. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que je peux dire, si ce n'est que j'ai écouté. Alors, il paraît que les internautes entendent, mais c'est nous qui n'entendons pas bien. Voilà. Bon, mais on va tendre l'oreille. On va. Alors, bon, moi, j'avais envie de dire, Monsieur Vasseur, que vous êtes finalement, et puis certains l'ont déjà dit ou l'ont exprimé à leur manière, que vous êtes un catalyseur ou un facilitateur de la place des laboratoires dans l'émergence de technologies de rupture qui vont faire gagner la transition énergétique dans notre région. Alors, c'est aussi le sens qui a derrière la création du réseau INIREF 3 que vous avez suscité. Alors, quelle place constatez-vous et espérez-vous des laboratoires dans le développement de la transition énergétique des Hauts-de-France? Comment selon vous, développer encore davantage cette coopération? Alors, les deux mots que vous avez cités me conviennent tout à fait. J'insiste sur ce point. Vous avez dit catalyseur, facilitateur. C'est tout le sens de la démarche. Notre démarche, elle est de fédérer, de mettre les acteurs ensemble, quelquefois des acteurs qui sont proches mais qui ne se connaissent pas nécessairement, et d'avoir une action qui soit vraiment une action collective. Ça peut paraître évident quand on le dit, ça ne l'est pas tous les jours. Et notre force, ça a été dès le départ d'unir le monde économique et le monde politique, et notre grande satisfaction, ça a été de voir le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche nous rejoindre. Et la signature du protocole UNIREF 3 en octobre 2018, si ma mémoire est bonne, qui rassemble les 7 universités de la région de Hauts-de-France, une quinzaine de grandes écoles, des organismes de recherche, vous parliez d'INERIS tout à l'heure, ils en font partie, est un élément essentiel. Je crois que c'est pour nous très très important de pouvoir faire coopérer, de rapprocher différents acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur, déjà. Ça vous paraît peut-être évident, mais on s'est aperçu qu'il y avait des pépites que l'on ignorait et des connexions que l'on pouvait établir. Et puis derrière tout ça, et ça c'est notre mission, la mission Rêve 3, c'est de contribuer, d'accélérer le rapprochement entre les laboratoires et les entreprises. C'est vraiment un domaine dans lequel nous devons être tout à fait performants. On est, avec Rêve 3, tout à fait clairement, dans la mutation des modèles économiques. C'est-à-dire que nous sommes en quelque sorte un acteur de la rupture et on entend jouer effectivement ce rôle. Et on ne peut réussir ces mutations et être un acteur positif de la rupture qu'à partir du moment où toutes les activités de recherche, toutes les possibilités d'innovation sont mises en œuvre. Pour nous, c'est essentiel. La recherche est un des vecteurs essentiels
de la démarche de celle de REF3. Alors, on a de nombreux projets en cours qui, évidemment, font appel à des technologies nouvelles, etc. Bon, on a parlé des batteries tout à l'heure, et je crois que Christophe Deboeuf a bien fait. On a vraiment, dans ce domaine, une expertise à développer et que nous avons la possibilité de le faire. On a aussi l'hydrogène, on a le gaz vert, etc. etc. Ben, vous le savez aussi bien que moi et même mieux que moi, nous sommes dans le domaine de l'énergie en pointe dans certains domaines et dans d'autres, on a peut-être effectivement quelques progrès à faire. Je voudrais juste terminer par un exemple justement de ces coopérations et du fait que jouer ensemble, ça nous permet peut-être d'avancer. Il y a un défi ici, dans cette région, qui ne concerne pas que l'énergie, mais dans lequel l'énergie pèse lourd, c'est l'industrie et la volonté, la nécessité de parvenir à une industrie zéro carbone. On a, sur le Dunkerquois notamment, des industries qui sont des industries fortement émettrices de CO2 et qui ont la volonté, avec nous d'ailleurs, de pouvoir faire en sorte d'aboutir à une industrie décarbonée. Et je pense qu'un travail comme celui-là, il se fait par l'innovation, il se fait en mobilisant aussi des moyens qui sont des moyens, y compris financiers, importants, et il se fait en étroite symbiose avec le milieu des collectivités locales. On peut, par exemple, à travers des problèmes comme celui-là, créer des réseaux de chaleur qui peuvent aller à l'ensemble de la population. Bref, vous voyez que ce qui est important, comme le disait tout à l'heure Frédéric Nious, c'est de décloisonner, c'est d'avoir véritablement une coopération de plus en plus étroite et de faire en sorte que nous ayons une grande ouverture. Et je le dis d'autant plus que vous avez dans cette table ronde des gens avec qui on travaille bien, et si vous les avez invités d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait neutre. On a la volonté de pouvoir, dans le futur, les accompagner peut-être davantage et puis d'être un peu plus ambitieux. Nous sommes en train de travailler à la constitution d'un outil financier qui devrait mobiliser 650 millions d'euros et qui permettra précisément de développer ces nouveaux projets et de faire en sorte que l'on passe de la recherche à des actions qui sont des actions effectives allant dans le sens de REF3. Merci beaucoup, Monsieur Vasseur. Alors, on peut aussi espérer que dans le cadre du plan de relance européen, du Green Deal, il y ait des projets de recherche qui se développent dans les Hauts-de-France avec des grands opérateurs. Ça fait partie des choses dont vous avez parlé, peut-être. Alors oui, si je peux me permettre d'ajouter, évidemment, l'une des premières choses que nous avons faites, c'est de prendre contact avec la Commission. De ce point de vue-là, Jérémy Rifkin, qui est en contact assez étroit avec eux, nous a appuyés et nous a aidés, mais nous sommes évidemment aujourd'hui branchés sur la Commission parce que c'est là où l'on va trouver des sources de financement qui nous permettront de développer les très gros projets. Et bien évidemment, pour nous, je le répète, tout ce que nous pourrons faire pour faire aboutir la recherche et la transmettre en quelque sorte dans notre modèle économique, nous le ferons. Merci, Monsieur Vasseur. Merci. Je m'adresse maintenant à vous, Monsieur Mathias Poz, délégué régional d'EDF. Concrètement, quelle forme donc prend l'implication d'EDF, cette fois un grand groupe, dans la R&D régionale pour favoriser et accélérer cette transition énergétique? Alors, je vais essayer de pas paraphraser ce qu'a dit brillamment Philippe et Frédéric, mais dans recherche et développement, il y a le R de recherche et le D de développement. J'invente rien quand je dis ça, mais c'est extrêmement important d'avoir cette double approche. C'est-à-dire que tout d'abord, une implication au travers des 2000 chercheurs du groupe EDF, comment on peut les mobiliser sur des projets en région, comment on peut, au travers du travail que l'on a avec les laboratoires, développer des thèses. On a plus de 10 thèses en cours avec des laboratoires sur la région, sur des sujets qui impliquent également d'autres entreprises avec qui nous travaillons, des partenaires. Et je pense particulièrement au L2EP, qui est le laboratoire de génie électrique et d'électrotechnique, mais également un laboratoire historique puisque maintenant depuis presque plus d'une dizaine d'années, on a développé un laboratoire commun avec le L2EP, le LAMEL, qui est un laboratoire qui travaille sur la modélisation des moteurs électriques notamment, mais des matériels électriques dans son ensemble. Et on a développé ce qu'on appelle le code Carmel, donc c'est un code open source qui sert aujourd'hui à beaucoup de chercheurs en France et à l'étranger pour pouvoir modéliser les moteurs électriques. Donc voilà un exemple très concret.
Maintenant, il y a le développement, c'est-à-dire comment, en tant qu'acteur du territoire, alors le groupe EDF sur les Hauts-de-France, c'est 10 000 salariés au travers de ses différentes composantes, c'est 30 000 emplois induits avec l'ensemble des entreprises partenaires, donc forcément, cette entreprise est née de la cohésion nationale en 1946, elle joue encore un rôle et on l'a vu dans cette crise sanitaire. Comment on joue notre rôle de cohésion également avec l'ensemble du tissu local. Et donc, l'innovation doit être un facteur de décalage. Philippe le disait très bien tout à l'heure, un facteur de décalage qui nous permet de rejoindre la performance économique pour les entreprises des Hauts-de-France. C'est-à-dire que pour lutter contre des entreprises qui développent des matériels à bas coût dans les pays lointains, forcément, l'innovation, c'est un vecteur de décalage qui va nous permettre d'offrir des solutions innovantes. Et donc, comment on les industrialise. Et donc, on a un soutien particulier aux entreprises innovantes. Alors dans cette semaine, dans cette quinzaine plutôt, des rencontres régionales de l'énergie, on est en partenariat historique avec HDFiD. On lançait il y a maintenant le 23 novembre dernier, lundi dernier, en ouverture des RRI, le label innovation durable qu'on a développé avec HDFiD en partenariat avec AFNOR et puis des acteurs du territoire. Voilà, c'est comment on peut faire bénéficier du retour d'expérience du groupe EDF pour aider à développer les différents projets du territoire pour aller vers la transition énergétique. Et donc ça se matérialise pour amener des opportunités à des entreprises locales de développer leur marché et déjà de les identifier, de les accompagner. Et donc, on a eu une très bonne nouvelle parce que le Grand Prix Sport Innovation des EDF Pulse hier avait lieu les journées des Electric Days. Donc, c'est la journée biannuelle, on va dire ça comme ça, de l'innovation du groupe EDF avec l'ouverture par Emmanuel Macron et avait lieu la remise des prix. Donc, on a un concours international des entreprises innovantes et le Grand Prix dans le domaine du sport a été remporté par une start-up de la région, Octopus Lab, et donc qui va être accompagné et notamment mis en relation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, c'est vraiment un vecteur d'accélération pour aller vers le développement économique. Donc, EDF non seulement s'appuie donc sur les compétences académiques en région, mais aussi se mobilise en locomotive pour les autres entreprises qui souhaitent justement accélérer dans la transition énergétique. Et au niveau des thématiques, actuellement, sur quoi travaille EDF en Hauts-de-France ? Alors, elle travaille à plusieurs niveaux, parce qu'il y a un niveau où, en fait, elle travaille pour développer ses compétences en interne et aller chercher les compétences dans ses laboratoires pour les développer, les co-développer avec sa propre R&D. Ça, c'est pour acquérir de la performance industrielle, je vais dire. Je prends par exemple une entreprise régionale ici, Wavely, qui travaille sur l'analyse des spectres sonores. On a développé une méthode de maintenance prédictive à la centrale de Gravelines pour analyser l'ambiance sonore des tambours filtrants et donc développer avec eux un programme innovant de maintenance prédictive. Voilà, c'est une chose très concrète, donc dans le domaine de l'industrie, mais également dans le domaine, on en parlait tout à l'heure avec Frédéric, un des axes principaux du plan de relance est adresser la rénovation énergétique des bâtiments et la précarité énergétique. On est en train de développer avec les pionniers de la région, donc on a constitué un petit groupe pionnier avec Rabot-du-Tilleul, avec le groupe Muller, où on est en train de travailler à comment industrialiser les solutions de rénovation en fonction des bâtis que l'on adresse, que ce soit dans le logement public, dans les bâtiments publics. On parlait des lycées, un appel à projet a été lancé dans le cadre du plan de relance par Frédéric et les équipes de la région sur la rénovation des lycées, des logements sociaux ou même d'adresser la question de la rénovation des bâtiments dans le domaine tertiaire. On développe des solutions pour aller adresser le grand nombre de rénovations qui doit être faites. On est à des centaines de milliers de logements et donc on doit passer à l'ère industrielle et non plus adresser avec des solutions qui peuvent être artisanales, qui ont donné leur satisfaction, mais qui peuvent pas être mis à l'échelle quand on adresse une dimension telle que l'évoquait Philippe Vasseur dans le cadre de la transition énergétique RES3 sur la région. Donc ça, c'est une première thématique. Et ensuite, la thématique de ses clients, c'est-à-dire comment le groupe EDF peut aider ses propres clients et les acteurs du territoire à traduire la transition énergétique dans leur quotidien. Donc, c'est offrir des solutions innovantes. Octopus Lab, qui a été lauréate, par exemple, sur la qualité de l'air, c'est quelque chose on a lancé un appel à projet. On travaille sur un projet européen avec Covivio, qui est un opérateur immobilier, pour justement améliorer la qualité de l'air dans les logements. Voilà, c'est un exemple très concret. On prend une technologie, on prend un besoin, on les fait se rencontrer et ça fait un développement économique à la fois pour avoir un meilleur service dans le cadre de la transition énergétique auprès des utilisateurs
mais également du développement économique pour l'entreprise qui se développe. Et si je retourne parce que ce qui est important, c'est que les particuliers puissent aussi le traduire dans leur quotidien. On aura un bel exemple avec Monsieur Mouchard. On a un projet qui est de regarder comment on peut mettre en commun de la production d'énergie renouvelable, des nouveaux usages de mobilité, et puis derrière réussir à optimiser, on va dire, l'efficacité énergétique de l'ensemble avec le progrès Groupie 4.0. Justement, on va pouvoir donner la parole à Monsieur Mouchard, directeur patrimoine donc chez Partenor Habitat. Monsieur News, tout à l'heure, nous parlait justement de l'importance de concrétiser ces projets et d'avoir donc des applications très, très concrètes également dans notre quotidien. Vous êtes porteur d'un projet collaboratif, donc Groupie 4.0, qui réunit, on l'a compris, EDF, Enedis et le laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille sous la tutelle des Arts et Métiers. Pouvez-vous nous présenter rapidement ce projet et l'ambition de Partenor à travers celui-ci? Voilà, super Covid. Bonjour à toutes et à tous, Christian Bouchard, donc directeur du département patrimoine à Partenor Habitat. Ce projet a été, évidemment, comme il l'est souvent dans nos métiers du logement social, était l'émanation de partenariats avec l'Union européenne, le FEDER et évidemment les Hauts-de-France et le Fratrie l'ADEME. C'est en tout cas comme ça que la genèse de ce projet-là, dans cette dimension qui est l'accompagnement de grandes instances politiques, naît. Mais il est aussi la conjonction d'un élément important pour nous, qui est la création de notre siège, et qui, dans ce siège, embarquait un certain nombre d'éléments d'innovation plutôt tournés vers les récupérations d'énergie. Et puis, le lab que vous citiez tout à l'heure, le LEDP, qui, avec cet appui-là, nous permettait d'envisager un projet dans lequel nous traitions l'énergie, nous récupérions cette énergie et surtout, nous envisagions de mettre en place des bornes bidirectionnelles qui nous permettaient d'envisager le stockage de cette énergie et d'imaginer comment ce stockage à l'échelle d'un bâtiment seront modestes, puisque nous aurons un véhicule qui fera cette ambition-là, mais qui, avec ce labo, a pour objet de dupliquer des jumeaux numériques et de développer sur des échelles évidemment bien plus vastes, à travers des scénarios qui pousseront les limites dans tous les sens, d'imaginer quelles seraient et quelles pourraient être les solutions autour d'un usage qui est un usage partagé de véhicules, mais qui est non pas seulement que de transporter les gens, mais aussi d'imaginer comment cette énergie peut être redistribuée en autoconsommation à l'intérieur de notre bâtiment et qui sait peut-être à travers des usages qui dépasseraient les seuls bâtiments de logements sociaux. Ça veut dire que nous, l'intérêt pour nous, il était évidemment d'aller vers le bas carbone, d'aller vers des bâtiments qui soient en consommation très très faible, voire pourquoi pas négative à terme, mais aussi de pouvoir offrir à nos clients un service supplémentaire, de profiter de ce qu'est l'innovation sur l'énergie en général, qui est vécue comme quelque chose qui relève simplement de la baisse de quittance, de la baisse des charges de nos locataires, mais d'en faire un usage qui soit un usage qui apporte des services nouveaux. Voilà ce qui était, en tout cas, l'ambition de Partenor Habitat avec tous les partenaires qui nous accompagnaient et que j'aurai l'occasion de citer tout à l'heure. Voilà. On est donc vraiment sur un projet de R&D donc guidé par les usages, avec des problématiques et des ambitions qui sont fortes d'un point de vue socio-économique. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur sa genèse? Parce que l'originalité de votre témoignage vient du fait que vous n'êtes pas une entreprise donc du secteur énergétique et pourtant vous travaillez donc dans un projet vraiment en étroite collaboration avec EDF, Enedis et le laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille. Comment est-ce que vous avez été amené à rencontrer ces acteurs et comment s'est passée la collaboration, on va dire au moins dans le montage du projet, dans les premiers mois de sa mise en œuvre? Alors, je le disais tout à l'heure, Partenor Habitat est une société qui d'abord, comme beaucoup de bailleurs sociaux, a depuis longtemps des partenariats avec EDF, dans son entité ancienne ou dans sa nouvelle entité. En tout cas, ça a été souvent le cas. On embarque très souvent dans nos projets immobiliers des solutions de techniques de récupération des eaux grises, des techniques de photovoltaïque. On embarque toutes ces solutions d'usage extrême de valorisation des ENR, mais l'idée était pour nous, au travers
de ce qu'était ce nouveau siège qui réunissait à la fois du logement social, à la fois des bureaux, à la fois un siège dont l'esprit était de l'amener à ses 100 ans, puisque Partenaire Habitat a 100 ans cette année, alors dans une période un peu particulière. L'idée était d'en faire quelque chose qui aille au-delà de ce que nous avions l'habitude de faire et qui soit inscrit dans une politique de recherche, de développement et de modélisation avec nous, à la base, quelque part, le donneur d'ordre, qu'on a pu dire tout à l'heure, mais aussi le partenaire et le 2P qui va modéliser ça, en tout cas dans sa dimension technique opérationnelle, mais EDF qui va aussi intégrer toute la faisabilité économique et toute la modélisation qui va derrière. Donc 2018, une rencontre, nous qui travaillons sur notre projet, et puis l'ensemble de ces partenaires, la région aussi, évidemment, qui, à travers le Coréi, commence aussi à s'inscrire dans toutes ces dimensions, pardon, c'est pas grave, et qui nous emmène à nous inscrire dans un partenariat qui, c'est vrai, n'est pas naturel, qui nous amène à discuter avec des dimensions et des partenaires qu'on n'a pas l'habitude de découvrir, mais qui aussi poussent des limites ailleurs, hein, puisqu'on était tout à l'heure sur un partenaire qui est une entreprise qui est Néo-Construction. On travaille aussi avec des entreprises dans cette dimension-là et dans la réutilisation des matériaux, vous le disiez tout à l'heure. On a une belle opération en commun en ce moment sur la Tour Lejeune. Voilà. Donc voilà, donc cette expérience forte, on espère, on en est au début, c'est le projet. On a 2018, ça a été un parcours en quelque sorte, hein, une rencontre aussi. Il faut se comprendre, il faut parler le même langage. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, un informaticien parle très bien avec un informaticien, un juriste avec un juriste, et de temps en temps, il faut aussi se comprendre avec les chercheurs, parce que nos objectifs, qui parfois les nôtres, sont des objectifs de plutôt très court terme, doivent se croiser avec des objectifs de long terme pour la satisfaction, en tout cas, nous, de nos clients et de l'ensemble de nos concitoyens en général. Merci. Alors, on peut, je ne sais pas si on a des questions des internautes. En tout cas, vous pouvez les rentrer dans le chat. Elles nous parviendront. On va faire très vite. Évidemment, il faut regagner un peu de temps. Mais j'ai une question qu'on peut poser à tous nos intervenants ici. C'est un peu les modalités justement d'accès au laboratoire. Alors, est-ce que c'est facile de trouver le bon labo, ou est-ce que c'est le labo qui vient vers vous? Est-ce que c'est une question d'opportunité? Et puis une question qui est liée finalement, c'est la question des financements, parce que c'est jamais simple de se repérer dans la forêt des financements. Alors je parle peut-être plus pour les ETI et PME. Quelle est votre expérience là-dessus, ou le retour d'expérience que vous avez envie de partager? C'est vrai que la première fois, quand on cherche une expertise, elle n'est pas forcément, on part un peu à la pêche. Bon, après, le temps aidant, on s'est de mieux en mieux ciblé. Puis après, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire humaine. Donc, on commence à connaître les enseignants, chercheurs, et on peut tisser un lien. Et après, pour le côté finalement aide, ben il y a des souvent, je pense que l'ADEME, mais la région travaille étroitement aussi avec l'ADEME, mais la région est une porte d'entrée. On parlait tout à l'heure des fratries, c'est quelque chose, c'est un outil assez fantastique. Et puis si le projet prend de l'ampleur, les FEDER sont aussi très bien orientés par la région vers l'innovation, enfin, ou la recherche et la création des filières. Donc finalement, oui, il y a plein d'appels à projets nationaux, etc. Mais en région, on est super bien chouchouté, je vais le dire comme ça. Bon, alors j'ai quand même envie de dire qu'il y a eu une thèse que vous avez démarrée grâce au premier Rêve 3 Energy Day qui avait eu lieu à Dunkerque il y a 5 ans. C'est vrai? C'est exactement. Oui, non, tout à fait. On avait envoyé notre responsable R&D et elle était revenue en disant mais il y a des gens fantastiques là-bas, et c'est vrai qu'on connaissait moins l'ULCO que les autres universités, et c'est aussi des journées comme aujourd'hui qui permettent de se rencontrer ou de créer des déclics en disant bah, tiens, moi aussi demain je peux devenir un acteur. Bon, et je pars à la pêche. Antoine, qu'est-ce que vous auriez après? Oui. Oui, c'est un microcosme, hein, mais je rejoins tout à fait mon voisin de droite sur le fait que le territoire a beaucoup de recherches, beaucoup de ressources, qu'il faut savoir les trouver, mais en effet, comme c'est un petit territoire, toute proportion gardée, c'est relativement facile à partir d'un moment où on a cerné les acteurs de retomber forcément sur l'expertise ou
la bonne personne qui va nous amener cette ressource. Les financements, oui, je vais même aller au-delà, c'est la vision d'un territoire. Je reviens là-dessus sur l'énergie. Il faut une vision, il faut des moteurs, puisqu'on est sur des projets long terme, on est sur 15, 20 ans, je le disais tout à l'heure. Donc, il est très, très important qu'au niveau régional, qu'au niveau de tous les pôles d'attractivité, il y ait cette vraie vision et ce soit pas quelque chose sur 1 an, 2 ans, 3 ans, puisque quand aujourd'hui Française Énergie fournit de la chaleur à une communauté d'agglomération, c'est un contrat de 20 ans. C'est des gros investissements, c'est un verdissement complet du réseau pour les 50 prochaines années. Donc, c'est quelque chose qui nécessite une vision, un engagement de tous, des pouvoirs publics, des laboratoires, des industriels, mais sur la durée. C'est vraiment ça l'enjeu. Et les financements, en effet, on arrive à les trouver. C'est pas toujours facile, c'est sûr, mais on arrive à les agréger justement en échangeant avec les différents acteurs de ce territoire. Alors, je sais pas. Oui, après, je crois qu'il y a des acteurs qui sont essentiels, qui peuvent nous accompagner, nous ont surtout permis de créer des passerelles, Ensam, le pôle énergie, MEDE, enfin, qui sont des catalyseurs en quelque sorte, qui vont nous permettre de rencontrer. En tout cas, nous, dans nos métiers bailleurs sociaux, si on a l'habitude de travailler avec des grands institutionnels ou en tout cas des entreprises qui sont un peu plus proches de nos métiers à travers les matériaux obsolètes, on est plutôt naturellement assez loin de ce monde de la recherche parce que, encore une fois, même si un projet immobilier est l'aboutissement d'un temps assez long, 3 à 5 ans, entre le moment où on détecte un foncier et le moment où on produit le logement, il reste quand même malgré tout sur des modalités de répétitivité, d'habitude, de choses comme ça, etc. Et on a besoin de rencontrer ce monde de la recherche. En tout cas, on a besoin de les appeler à venir vers nous pour réinventer l'habitat de demain. En tout cas, c'est sûr, sur l'énergie. Et puis nous pousser à aller plus loin dans nos habitudes et à imaginer des choses que nous n'imaginons pas, parce que nous sommes dans nos métiers un peu enfermés. Et c'est en cela que ce projet Groupe E4 a une importance majeure à travers encore une fois tout ce que nous avons mis dans le siège. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais nous avons 2 logements qui sont équipés avec des radiateurs numériques, qui n'est pas une habitude et sur lesquels nous allons avoir aussi des évaluations importantes. Bref, sur tous ces sujets-là, et surtout les sujets de l'habitat, il y a à pousser énormément de choses et il y a à travers cette modernisation et cette recherche, inventer aussi tous les nouveaux services que l'on n'invente pas encore autour du logement et autour de notre métier de bailleur social. En fait, il faut pousser la porte des pôles pour faire des rencontres. C'est ce que Mathias voulait dire. Non. Allez, Mathias. Ouais, ça marche. Ouais, c'était en partie ça. Les pôles sont là pour ça, mais au-delà des pôles, je pense qu'on était avec Frédéric Nious là il y a quelques jours, on réunissait les collectifs qui ont émergé dans le cadre de la démarche de la dynamique REF 3. On avait le collectif sur le solaire avec le Coresol. On a parlé tout à l'heure du CORI, c'est le collectif sur les réseaux énergétiques intelligents. Et récemment, on parlait également du collectif sur l'hydrogène. Je pense que le but du jeu, c'est de mettre en commun ces compétences et surtout, c'est de se faire rencontrer une compétence d'une entreprise innovante, des académiques, des projets et puis derrière un modèle, vous le citiez, un modèle économique, que ce soit avec Partenor sur concrètement comment on traduit la R&D dans l'usage de quelqu'un qui... On a l'impression que c'est très simple en fait. On a un logement qui va être alimenté en énergie renouvelable, en autoconsommation. Il va avoir un système de chauffage intelligent qui va optimiser sa consommation énergétique et à un moment, le véhicule qu'il utilise en autopartage, il va pouvoir être rechargé ou restituer son énergie pour l'utiliser au moment de la pointe. Ça tient en une phrase. Quand vous mettez tout le réglementaire et le technique qu'il y a derrière, déjà, ça devient plus compliqué. Mais c'est comment on cache cette complexité et on arrive à transformer l'usage, comme à un moment, on a mis toute la complexité du monde dans un smartphone, alors qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas forcément. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on l'expose, cette complexité. Au contraire, il faut que le pôle et les différents acteurs soient là pour l'effacer au profit d'usage, au même titre que le projet qu'on a mené avec notre filiale d'Alkia à Béthune, où la récupération, voilà, comment on rend un réseau de chaleur intelligent et éco-responsable, moins 35% d'émissions de CO2. On récupère, on valorise du gaz de mine, on valorise de la récupération de chaleur sur la valorisation des déchets, c'est de l'économie circulaire, c'est de la récupération. Ça permet de chauffer un centre hospitalier et 6900 équivalents logements. Voilà, c'est passer de quelque part de la théorie au concret. Et plus on arrivera à réduire ce fameux time to market en bon picard, et plus on pourra développer de la valeur économique et donc de l'emploi au sein de la région.
Merci beaucoup. Alors, il faut redonner le micro à Anaïs. Oui, on va peut-être pouvoir donner le mot de la fin à Monsieur Vasseur. En ces temps d'incertitude, quand même, on vit une période un petit peu particulière. Comment les institutions peuvent justement jouer ce rôle de catalyseur et maintenir le cap malgré la crise? Ben, vous savez, il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure, je crois que c'est François Forcinal qui en a parlé, en disant on a besoin d'une vision. Et je crois que ce qui est attendu d'une politique publique en général, c'est on sache où on veut aller, quelle est la vision, quel est le projet que l'on veut développer, et deux, quelles sont les capacités de rassemblement dont on peut disposer. Et une fois que vous avez ces deux éléments, je pense que vous avez tout pour avancer. On vient de le voir, hein, moi j'ai beaucoup aimé les 4 interventions qui ont eu lieu, et on voit bien que c'était M. Mouchard qui disait de temps en temps on se sent un peu isolé, etc. Ben, précisément, on est là pour faire en sorte qu'on mette du lien et qu'on mette vraiment les gens ensemble. La politique publique, elle peut mettre des moyens au service d'une vision, elle ne peut pas prendre la place des acteurs. Il faut que chacun se respecte, que chacun sache exactement quel est son rôle et quelle est sa place. C'est, je pense, ce que nous sommes parvenus à faire depuis quelques années dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup, Monsieur Vasseur. Merci à tous nos intervenants. Excusez-nous, on a dû un tout petit peu raccourcir, mais il fallait regagner du temps. En tout cas, un grand merci d'être venus. Et puis, on continue la route. Et puis, je remarque que vous 4, finalement, vous étiez sur la même chaîne. On partait des déchets, on utilisait le gaz de mine, on avait l'électricité et on finissait dans les logements. Voilà, donc c'est parfait. C'était une chaîne parfaite. Merci. Je pense que vous avez plein de choses à vous dire encore. Voilà.